Ce sont donc des législatives qualifiées d'existentielles par les responsables politiques locaux qui ont lieu aujourd'hui en Géorgie, divisée entre une opposition pro-européenne et le parti au pouvoir Rêve géorgien, parti pro-russe, fondé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili. Pour évoquer l'avenir de la Géorgie, nous sommes avec Tornike Gordadze. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue franco-géorgien. Vous avez notamment été ministre d'État chargé de l'intégration européenne en 2012 et un peu plus tard, on sera en direct de Tbilisi. On retrouvera notre correspondant Julien Colling. Mais déjà, première question, Tornike Gordadze, pourquoi parle-t-on d'élections existentielles ? Ce sont des élections existentielles parce que pour la première fois de l'histoire récente de ce pays risque de quitter sa trajectoire qui était en vigueur depuis l'indépendance et d'être absorbé dans la zone d'influence russe. Parce que le parti au pouvoir, qui a fait ce rapprochement avec la Russie de façon progressive, est passé à la vitesse supérieure depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et désormais répète mot par mot tous les narratifs russes, la propagande russe concernant la guerre en Ukraine, concernant l'Europe, l'Occident. Ce parti a trahi l'intérêt de la Géorgie de devenir membre de l'Union européenne. La Géorgie est un pays candidat à l'adhésion. C'est ce choix qui se joue entre l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre. Et pourquoi c'est un choix existentiel ? Parce que la Géorgie, la seule chance pour la Géorgie de rester pays souverain et de se rapprocher, de rejoindre à terme l'Union européenne, devenir vassal de la Russie. On voit ce qui se passe notamment en Biélorussie, qui est maintenant un exemple dangereux pour la Géorgie. La Biélorussie a perdu sa souveraineté. On se rappelle que la Russie a même utilisé le territoire biélorusse pour envahir son voisin ukrainien en février 2022. La Biélorussie n'a plus aucun reste de sa souveraineté. La même chose pour les régions du Nord-Caucase que la Russie a détruites et a transformées, comme la Tchétchénie, a transformé en une sorte de zone de guerre et une colonie, encore une fois. Je pense encore une fois à la Tchétchénie. Un mot peut-être sur Bidzina Ivanishvili. Qui est-il ? Bidzina Ivanishvili est un milliardaire qui a fait sa carrière et sa richesse en Russie dans les années 90, dans cette période des grandes privatisations. De ce fait, il est intimement lié au pouvoir russe, parce qu'on sait qu'en Russie, les oligarques, on pouvait devenir oligarque dans les années 90 sans être totalement soumis au pouvoir, mais à partir des années 2000, les oligarques qui étaient opposés au pouvoir russe ont été soit liquidés, soit ils ont fui la Russie. Ivanishvili a conservé tout son argent grâce à ses liens avec le pouvoir russe. Il est entré en politique géorgienne en 2011 pour remplacer un gouvernement pro-occidental de l'époque et pour entamer ce rapprochement lent, comme je disais, avec la Russie. Pourquoi lent ? Parce que le peuple géorgien est en très grande majorité pro-européen. Dans tous les sondages, plus de 80% des Géorgiens disent qu'ils veulent voir leur pays devenir membre de l'Union européenne. Et face à lui, que valent les partis d'opposition ? Les partis de l'opposition, il y en a 4, il y en a plus que mais les 4 principaux, ceux qui, a priori, vont dépasser le seuil de 5%. Ils sont tous pro-occidentaux, mais il y a une variété entre eux. Il y a des partis de centre-droit, centre-gauche, des partis libéraux, des partis un petit peu plus conservateurs. Mais ce qui les unit, c'est cette volonté de ramener le pays dans le processus de l'intégration européenne. Ce processus est gelé depuis quelques mois maintenant parce que le gouvernement géorgien a saboté, depuis que la Géorgie a eu le statut de candidat, le gouvernement géorgien a tout fait pour saboter ce processus, notamment en adoptant les lois en totale contradiction avec le processus de l'intégration européenne, la loi sur les agents de l'étranger, la loi de la protection de la famille contre la propagande LGBT. Ce gouvernement annonce maintenant, en cas de victoire électorale, d'interdire les partis de l'opposition, c'est leur promesse électorale, et aussi d'interdire
interdire constitutionnellement la propagande LGBT. Alors, on a retrouvé la connexion avec Tbilissi, où on retrouve notre correspondant Julien Colling. Julien, ça y est, les bureaux de vote ont fermé, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez les premières tendances, les sondages? Plusieurs sondages sont tombés à l'heure actuelle. Effectivement, pour l'instant, 3 sondages, on est dur aujourd'hui, mais c'est un peu avancé. Évident parce qu'il y a 2 sondages sur 3 dans la coalition d'opposition en France. Oui, visiblement, on a un souci de connexion avec Tbilissi. On reprendra Julien Colling un peu plus tard. Tornike Goradze, on va écouter... J'ai vu les sondages. Allez-y alors. Alors, les sondages, les 3 sondages de l'Institut Harris, de Edison Research, etc., montrent une avance de l'opposition d'environ 10 points. Oui. Les 4 partis ensemble auraient franchi le seuil de 50% ou seraient proches de 50%. Encore une fois, ce sont des estimations. Les pro-européens. Et le parti gouvernemental serait aux alentours de 40%, 40-41%. Alors, le Rêve géorgien a publié ses propres sondages où ils disent ils ont près de 55%. Mais dans le passé, on a souvent vu ces sondages publiés par le Rêve géorgien qui ensuite se réduisaient, en tout cas leur score se réduisait comme la peau de chagrin. On verra dans la nuit. On aura des meilleurs résultats vers 10h du soir, heure locale, donc 8h heure française. Mais l'opposition est sûre d'avoir l'emporté. Il y a encore des gens qui votent, c'est-à-dire les bureaux de vote. Le vote se termine à 20h, mais tous les gens qui sont dans la queue sont considérés comme ayant le droit de voter. Il y a le vote de la diaspora qui n'est pas terminé. À Paris encore, vous avez des milliers de Géorgiens près de l'ambassade. Donc il va falloir à New York, attendre, etc. attendre tout ça. Avant de poursuivre, on va écouter le chef du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, le parti au pouvoir depuis 12 ans. Le choix est simple. Soit nous élisons un gouvernement qui vous sert, vous, le peuple géorgien, notre patrie, et qui prend soin du pays. Soit nous élisons un agent d'un pays étranger qui ne fera que remplir les tâches d'un pays étranger. Quels sont les intérêts dont parle Ivanishvili ? Ce sont ses propres intérêts avant tout. Ce sont ses propres milliards. Il a dit même plusieurs fois dans ses interviews qu'il avait des problèmes avec les pays occidentaux, notamment parce qu'il avait peur qu'on gèle ses avoirs, notamment dans la banque suisse, le Crédit Suisse. Il était en procès contre les banques où il avait son argent dans les pays occidentaux. Et il était persuadé que c'était une décision par le Parti global de la guerre. C'est comme ça qu'il qualifie maintenant les pays occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis, et que c'était une vaste conspiration contre lui. Les Occidentaux voulaient que la Géorgie ouvre un second front contre la Russie. C'est une accusation assez grave et totalement infondée, et ça ressemble beaucoup à des narratifs soufflés de Moscou, tout simplement. Alors on a retrouvé encore une fois la connexion avec Tbilissi, avec Julien Colling. Julien, la présidente pro-européenne dénonce des violences profondément préoccupantes en marge des législatives. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Si vous voulez, de manière assez étonnante, pour l'instant, il n'y a pas encore de rassemblement à Tbilissi. D'ailleurs, je me trouve pour le moment devant le Parlement géorgien, qui est un peu un centre névralgique où généralement les manifestations et les rassemblements ont lieu. Et pour l'instant, la situation est assez calme. Autour de moi, il n'y a pas grand monde, honnêtement, réunis. Je pense que beaucoup de gens ici sont un peu dans l'attente et dans l'expectative, puisqu'on l'a dit, pour l'instant, 2 sondages sur 3 donnent donc la coalition d'opposition en tête, mais également un sondage, certes commandé par un institut pour la télévision d'État pro-gouvernemental, lui donne le pouvoir sortant en tête à 56%, assez largement. Et donc c'est assez curieux et ça annonce peut-être une soirée assez longue, avec différentes batailles de narratifs pour savoir qui a gagné, et sans doute que les 2 camps vont revendiquer la victoire. Donc pour l'instant, je pense que le gros de la population à Tbilissi, pour l'instant, est un peu dans l'attente. Et effectivement, vous disiez, il y a eu beaucoup d'échauffourées aujourd'hui, beaucoup de bagarres également dans différents points de vote, à Tbilissi et aussi en région, entre visiblement des militants pro-gouvernementaux, donc plutôt soutien du pouvoir en place, qui sont venus empêcher ou en tout cas entraver différents processus de vote. On a vu également des bourrages d'urnes dans certains points de vote donc en région.
Et donc, visiblement, on va dire que le pouvoir en place avait sans doute prévu un scrutin très difficile. C'est peut-être pour ça qu'ils ont envoyé effectivement des équipes d'hommes de gros bras pour un peu intimider ou mettre la pression sur les votants dans certains bureaux. Mais donc, la tension peut encore monter, vous le voyez, hein, à Tbilissi ce soir et sur les jours qui suivent, tant que les résultats ne seront pas connus. Et dans tous les cas, quels que soient les résultats, on va sans doute voir également peut-être de la tension en plus parce que on sait que le gouvernement actuel, plutôt pro-russe, n'a pas l'intention de céder facilement son siège si jamais il est défait. Et donc à suivre, bien sûr, sur les heures et les jours à venir. Merci Julien pour toutes ces précisions. Tornike Gordadze, vous parliez tout à l'heure des intérêts étrangers, d'où la loi aussi sur l'influence étrangère qui a été adoptée en mai dernier, qui exige que les ONG et organisations médiatiques recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger s'enregistrent en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère sous peine d'amende. Quel est l'enjeu de cette loi ? Cette loi vise à disqualifier toute la société civile. C'était d'ailleurs... Et le gouvernement a tenté 2 fois de faire ça. Une première fois en 2023, ils n'ont pas réussi parce qu'il y a eu des vagues de protestations très importantes à Tbilissi. Ils ont retiré la loi. Ils sont revenus cette année où ils ont été plus préparés, c'est-à-dire malgré les manifestations de 100 000, 150 000 personnes dans les rues de Tbilissi, le Parlement ou le Rêve géorgien, la majorité, a adopté cette loi en 3 lectures. Après, ils ont dépassé le veto présidentiel, etc. Donc c'est pour mettre un peu hors la loi toute la société civile. Et c'était aussi en préparation de ces élections parce que quand il y a des résultats, tout le monde regarde la société civile comme étant un acteur plus neutre que les partis politiques. Évidemment, les partis de l'opposition sont intéressés. C'est une partie dans le jeu, alors que la société civile est censée être plus neutre. Donc, les mettant hors d'usage ou hors de danger, en quelque sorte, le Rêve géorgien voulait se débarrasser de la société civile. Maintenant, ils disent la même chose des partis de l'opposition. Et quand on parle aussi des résultats et de ces mêmes 40% qu'aurait obtenu le Rêve géorgien, il ne faut pas oublier qu'il y a des manipulations qui sont déjà avant le scrutin, c'est-à-dire l'achat de vote, la création des emplois fictifs, etc. Donc vous voulez dire qu'on peut orienter le vote ? Oui, bien sûr. Le Rêve géorgien, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans le service public, dans les hôpitaux publics ou dans les mairies, etc., sont obligés de voter pour le Rêve géorgien. Dans le cas contraire, ils risquent de perdre leur travail, y compris dans les écoles publiques, dans les écoles maternelles. Il y a une pression terrible sur les gens. Ils doivent montrer leur bulletin, faire la photographie de leur bulletin pour démontrer qu'ils ont voté pour le parti. Mais de l'autre côté, l'Union européenne va donner des fonds. Est-ce que ça aussi, c'est pas un argument qui peut faire pencher la balance ? L'Union européenne donne des fonds au gouvernement géorgien aussi. Si on regarde les milliards ou des centaines de millions dépensés par l'Union européenne en Géorgie, 2/3 de cet argent a été donné au gouvernement, aux différentes instances gouvernementales. Donc le gouvernement géorgien et le Rêve géorgien serait lui-même un agent de l'étranger d'après leur logique. Alors on voit que c'est une guerre d'images aussi, comme souvent dans les élections. Et il y a cette photo très parlante sur l'enjeu de ce scrutin. Regardez, c'est l'une des affiches du Rêve géorgien. D'un côté, les images en noir et blanc d'une Ukraine déchirée par la guerre et celle en couleur d'une Géorgie prospère et pacifique. Cette menace de la guerre, avec ce parallèle qui est fait avec l'Ukraine, c'est un argument du parti au pouvoir qui peut passer. C'était leur principal argument, faire peur de la guerre. En disant, si ce n'est pas nous, ça sera la guerre avec la Russie. Regardez ce qui s'est passé avec l'Ukraine. L'Ukraine qui a été provoquée par les Occidentaux pour ouvrir le feu contre la Russie, ce qui est une folie. C'est un argument qui fonctionne auprès d'une certaine composante de la population qui est traumatisée par les guerres, parce que la Géorgie a connu des guerres dans les années 90, en 2008, contre la Russie. Les Géorgiens regardent tous les jours les villes ukrainiennes bombardées. Oui, ça marche d'une certaine façon, mais je pense que la majorité de la population n'achète pas cet argument. Tornike Gordadze, merci. Je rappelle que vous êtes politologue franco-géorgien. Vous avez notamment été ministre d'État chargé de l'intégration européenne en 2012. Merci également à notre correspondant Julien Colligne qui était en direct de Tbilissi. Place à présent à la page culture.